En un mot, oui, l'IA sait lire. Mais bon, je vais suivre les conseils de Thibaut et faire preuve d'un peu de charité interprétative. Bien entendu, quand on pense à savoir lire, on pense aussi à comprendre ce qu'on lit. Est-ce qu'une IA comprend la sémantique de ce qu'elle lit? Dans quelle mesure peut-on dire qu'une IA exposée à un livre comprend ce qu'elle y trouve? En novembre 2017, une collaboration entre Facebook, l'Université du Mans et l'Université Pierre et Marie Curie a produit une IA. Et cette IA semble montrer une étonnante maîtrise de la sémantique des mots. Pour comprendre cela, je vais vous décrire l'expérience qui a été réalisée. En partant de rien, l'IA a commencé à lire énormément de textes en anglais et à partir de ce qu'elle lisait en anglais, elle a cherché à inférer le sens des mots anglais. Plus précisément, elle a construit une interprétation sémantique des mots qu'elle lisait, ce qui revient à construire une fonction qui prend des données brutes, ici des mots, et en extrait une représentation sémantique. Comme on l'a vu la dernière fois, ça correspond à une fonction qui transforme un espace de très grande dimension en un espace de dimension raisonnable, typiquement en passant d'une dimension D est égale à 1 million à une dimension C égale 300. Bref, après avoir lu énormément d'anglais, l'IA s'est mise à trouver une interprétation sémantique de ce qu'elle lisait. Mais on peut se demander si cette interprétation sémantique est bonne et si elle correspond à notre interprétation sémantique. Bien, je vais laisser cette question en suspens pour aujourd'hui. Revenons-en à l'expérience. L'IA en question a ensuite fait la même chose pour d'autres langues comme le français. Elle s'est mise à lire énormément de textes en français, mais je précise que ces textes en français n'étaient absolument pas des traductions des textes en anglais. Elle a juste lu du français. Et comme pour l'anglais, l'IA s'est mise à construire une représentation sémantique des mots de la langue française à partir de ce qu'elle lisait en français. Donc je récapitule, on a des textes en anglais et des sémantiques de l'anglais, ainsi que des textes en français et des sémantiques du français. Serait-ce possible d'exploiter la sémantique pour créer ainsi un canal de traduction? Intuitivement, c'est comme ça qu'il faudrait effectuer des traductions de l'anglais au français. Il faudrait lire le texte en anglais, en inférer le sens, puis exprimer ce sens en français. Et intuitivement, la clé de cette approche, c'est le fait que la sémantique est quelque chose d'indépendant du langage dans lequel elle est exprimée. J'ai presque envie de dire que si on parvient à déterminer quelque chose qui est indépendant de toute langue, alors ce sera de la sémantique, non? Vous pouvez deviner où je veux en venir. Les 5 chercheurs ont montré que la sémantique de l'anglais et la sémantique du français étaient en fait deux espaces quasi isomorphes dans le sens où l'on peut tourner l'espace de sémantique anglais pour le faire quasiment coïncider avec l'espace de sémantique français. Voilà qui permet aux 5 chercheurs de créer un canal qui va des textes en anglais à la sémantique anglaise, à la sémantique française, au texte français. Ce canal permet aux 5 chercheurs d'effectuer des traductions de l'anglais au français. Et devinez quoi? Oui, cette approche surpasse toutes les autres approches de traduction mot à mot, y compris celles où on fournissait aux IA une liste de traductions mot à mot. Et en particulier, je pense que cette expérience montre que, en un certain sens, les IA sont capables d'inférer du sens de ce qu'elles lisent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont atteint un niveau humain en lecture. Je pense qu'un élève de CE1 est encore meilleur que les IA, notamment parce que les IA ont du mal à inférer le sens d'une phrase ou d'un paragraphe. Mais la recherche en IA avance, et elle avance très vite. Et je ne serais pas surpris si dans les années à venir, les IA atteignent un niveau collège ou lycée en lecture, voire plus. Alors bien sûr, il y a plein de détails que j'ai sautés dans ces explications et il y aurait énormément plus à dire, notamment parce que ça repose sur des réseaux de neurones et des modèles adversariaux. On y reviendra. Mais pour la deuxième partie de cet épisode, j'aimerais m'arrêter sur l'opération que je trouve être la plus spectaculaire dans cette expérience, à savoir la construction de la sémantique. Comment est-ce possible qu'en lisant des textes en anglais, on puisse donner un sens à l'anglais? Qu'est-ce qui fait que les mots ont un sens? Et qu'est-ce qui fait le sens des mots? Eh bien, l'hypothèse fondamentale de l'apprentissage de la sémantique des mots est le postulat du linguiste John Firth qui disait « Vous connaîtrez un mot par la compagnie qu'il conserve ». Autrement dit, ce n'est pas le mot en lui-même qui lui donne son sens, ce qui donne un sens au mot est l'ensemble des phrases où il apparaît. Le sens des mots est donné par les contextes où ils sont utilisés. Et ça peut vous paraître bizarre, mais si vous avez bien suivi ma série sur l'infini, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Ce qui fait qu'un objet mathématique est intéressant, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais ses relations aux autres objets. L'ensemble des relations entre les objets forme ensuite une structure, et c'est finalement les propriétés de cette structure qui importent, plus que le nom qu'on donne aux objets de cette structure. En particulier, deux structures parleront finalement de la même chose si elles sont isomorphes.
Bref, tout ça pour dire que le sens d'un mot, c'est avant tout son contexte d'utilisation. Et ce contexte est tout simplement l'ensemble des mots qui l'accompagnent. C'est ce principe que les informaticiens ont cherché à formaliser. En particulier, en 2013, 4 chercheurs de Google, Mikolov, Shen, Corrado et Dean, ont réussi une percée dans ce domaine à l'aide d'un réseau de neurones capable d'exploiter les relations d'un mot au mot qui l'entoure pour créer une représentation sémantique des mots. Ce réseau de neurones est appelé Word2Vec et il est devenu un ustensile incontournable dans l'analyse automatisée des textes. De façon spectaculaire, quand deux mots sont sémantiquement proches, comme chat et chien, Word2Vec les transforme en des vecteurs sémantiques également proches, au sens où l'angle entre les deux vecteurs est petit. La proximité des représentations sémantiques des mots correspond bel et bien à une proximité sémantique au sens intuitif de la sémantique. Mais ce n'est pas sur le réseau de neurones qui a réussi cette prouesse que j'aimerais m'arrêter. Ce dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est d'une publication de 2014 d'Omar Levy et Yoav Goldberg. Le tour de force de cette publication fut de montrer que Word2Vec est en fait une sorte de SVD, l'algorithme dont on a parlé dans l'épisode précédent et qui a servi à prédire si des utilisateurs de Netflix allaient aimer tel ou tel film. Et oui, parce que souvenez-vous, SVD consistait à exploiter des relations entre les films et les utilisateurs, comme les notes d'utilisateurs pour des films, pour créer un espace de sémantique film-utilisateur. Et on avait vu que cet espace représente très bien les relations entre les films. Typiquement, les films violents seront des vecteurs semblables dans l'espace de sémantique film-utilisateur. De la même façon, Word2Vec consiste finalement à inférer la sémantique des mots à partir des fréquences auxquelles ce mot est utilisé dans tel ou tel contexte. Ces relations entre les mots et les contextes permettent alors de créer un espace de sémantique mot-contexte. Eh bien, c'est cet espace de sémantique mot-contexte que j'ai tout simplement appelé espace de sémantique des langues anglaises et françaises. Ces espaces de sémantique sont tellement bien foutus qu'ils permettent la traduction d'une langue à l'autre en passant par le calcul du sens des mots. Alors, il y a pas mal de subtilités concernant Word2Vec, notamment dans la manière dont les relations entre les mots et les contextes sont comptabilisées. En particulier, certains mots sont très fréquents et d'autres sont peu fréquents. Du coup, il faut un peu lisser les fréquences des mots, typiquement avec une fonction logarithmique. Et puis un autre problème, c'est que les mots peu fréquents sont cohérents avec plusieurs contextes, mais il y a de bonnes chances qu'il n'y ait aucun exemple de l'apparition de ces mots dans ces contextes dans les textes qu'a lu l'IA. Du coup, il faut faire gaffe à ne pas pénaliser l'absence de ces exemples, mais à ces détails près et quelques autres, Word2Vec est vraiment une sorte de SVD. Bref, ce que je trouve fascinant dans toute cette histoire, c'est peut-être avant tout les conséquences épistémologiques de ces travaux sur la sémantique des IA. En particulier, Word2Vec suggère qu'il est tout à fait possible d'inférer le sens des textes simplement en lisant des textes. Voilà qui peut paraître très bizarre. Intuitivement, on a envie de dire que le sens des mots qu'on lit est relié à toutes sortes de données, sensorielles notamment, et qu'on ne peut pas vraiment comprendre le sens de ces mots en ne faisant que lire des livres. Par exemple, si je vous dis que je vois que cette robe est bleue et noire, on a envie de dire qu'une IA ne pourra jamais ressentir cette sensation de bleu et noir. En tout cas, pas en ne faisant que lire des textes. Alors, on pourra rétorquer qu'une IA qui lit Wikipédia y verra aussi des images et pourra du coup ressentir les couleurs. Mais si je prends maintenant l'exemple d'une sensation comme la peur ou la joie, là on a vraiment envie de dire qu'il s'agit de sémantique qu'une IA ne pourra jamais vraiment ressentir, en tout cas pas en ne faisant que lire des textes. Eh bien, je n'en serais pas si sûr. Au final, la peur, ce n'est qu'une forme d'activation de certains neurones de nos cerveaux, et je serais du genre à parier qu'une IA qui lit suffisamment de textes, notamment des romans à suspense, où l'auteur décrit la peur des personnages par exemple, cette IA pourrait bel et bien finir par créer une sémantique de la peur, dont la relation au contexte de la peur est isomorphe à ce qu'il se passe dans nos cerveaux. Auquel cas, les sensations de peur chez l'IA pourraient être physiquement indiscernables des sensations de peur chez un humain. Plus généralement, on parle beaucoup de la nécessité de big data pour les IA pour comprendre le monde qui nous entoure. Sauf que des données massives et publiques de grande qualité sont déjà disponibles, par exemple sur Wikipédia ou sur YouTube. Et une IA qui sait lire et écouter, mais genre vraiment bien lire et bien écouter, c'est-à-dire en cherchant constamment à inférer un maximum de sémantique de ce qu'elle lit, si cette IA ne cessait pas de lire et relire Wikipédia, d'écouter et réécouter YouTube, je parierais sans trop flipper que cette IA atteindrait un niveau de compréhension du monde bien supérieur à celle de n'importe quel humain. Elle comprendrait le sarcasme et l'humour, elle distinguerait les fake news et les trolls, et elle saurait mieux que vous
comment améliorer sa propre intelligence. Et vous, qu'en pensez-vous? Une IA qui ne partirait de rien si ce n'est un excellent algorithme de machine learning, et j'entends par là un truc bien plus performant que tout ce qu'on fait aujourd'hui, plus bayésien notamment, une telle IA qui n'aurait accès qu'à Wikipédia, peut-elle devenir en tout point supérieure à l'homme? Avant de revenir à vos commentaires, une petite annonce, je ferai un YouTube live si tout se passe bien mercredi, donc ce mercredi-là, le 2 mai à 16 h, donc essayez de vous brancher. En fait, ce sera une conférence que je vais donner ici à l'EPFL qui sera semi-informelle et qui sera aussi semi-scientifique, voire carrément pseudo-scientifique. C'est un petit peu pour tester le matériel et le YouTube live, puisque Thibaut Giraud viendra, Monsieur Phi viendra à l'EPFL donner une conférence. On essaie d'organiser un YouTube live également pour ça, donc on teste un petit peu le matériel. Mais du coup, c'est aussi l'occasion pour moi de donner une conférence. Et en l'occurrence, je vais parler d'un truc que je trouve absolument fondamental, même si ça se traite difficilement avec la méthode scientifique notamment, puisque je vais parler de philosophie, on va dire, sur la différence entre apprendre et comprendre, qui est, je pense, une distinction extrêmement importante à faire, tant d'un point de vue pédagogique qu'au niveau de la recherche, notamment en ce moment avec les intelligences artificielles qu'on ne comprend pas. On peut se demander comment penser ces intelligences artificielles et qu'est-ce que pourrait vouloir dire que comprendre le fonctionnement des intelligences artificielles. Et pour répondre à toutes ces questions, notamment, je vais avoir un angle très algorithmique. On va vraiment utiliser la théorie de l'informatique et de l'algorithmique pour essayer d'avoir une réponse à cette question. Et je suis prêt à parier que l'avis que je vais donner va être complètement différent de tout ce que vous avez entendu à ce sujet. La dernière fois, on avait parlé d'ACP et de SVD. Je vous avais dit notamment qu'il avait été utilisé par les équipes qui ont cherché à résoudre le prix Netflix pour prédire les notes que des utilisateurs donneraient à des films notamment. Et pour y arriver, il fallait notamment placer les films et les utilisateurs dans un espace de sémantique film-utilisateur. Et a priori, dans ce que j'avais présenté la dernière fois, chaque note pour chaque film correspondait à quelque chose qui avait le même poids que n'importe quelle autre note pour n'importe quel autre film pour placer les gens dans cet espace de sémantique. Et Joseph Missant nous demande si justement une note pour un film qui est déjà très populaire ne pourrait pas avoir du coup moins d'influence que d'autres notes données par exemple à des films beaucoup moins connus. Alors il y a deux parts dans cette question. Il y a la partie qui je pense n'est pas la question mais je vais quand même y répondre, qui est est-ce que ça influence beaucoup la position du film, par exemple le Titanic qui a sans doute été noté par énormément de gens. Bien a priori le problème c'est que pour un film comme Titanic il y a eu beaucoup trop de notes par rapport à l'espace des sémantiques qui est disons de dimension on va dire 100. Et du coup, s'il y a 1 million de notes, il y a en fait les contraintes sont incompatibles. En fait, les hyperplans où il doit être sont incompatibles. Et à ce moment-là, on va essayer de trouver une position qui est autant compatible que possible avec les différentes notes données par différentes personnes. Et du coup, bon, ça revient à un problème d'optimisation qu'il faut résoudre. Mais du coup, à ce moment-là, chaque note d'un utilisateur va avoir une influence qui va être assez limitée sur la position in fine du film Titanic dans l'espace des sémantiques film utilisateur. Donc l'influence pour les films populaires est très faible, on peut s'y attendre, hein, c'est pas très surprenant. En revanche, la question plus intéressante, c'est de savoir est-ce que pour un utilisateur, le fait qu'il ait noté le Titanic, par exemple, est-ce que c'est raisonnable de lui donner la même importance qu'une note qu'il a donnée à des films peu connus qui finalement expriment quelque chose de plus particulier finalement par rapport à la personne en question. Et a priori, je dirais que SVD prend pas tellement ceci en compte. Hein. Dans les deux cas, chaque note, ça correspond à un hyperplan et on a l'intersection des hyperplans. Et c'est peut-être un peu dommage. Hein. Ce qu'on pourrait peut-être vouloir dire, c'est que bon, on a un hyperplan avec une incertitude sur où on est par rapport à cet hyperplan. Et finalement, ça, c'est exactement le problème qui se pose lorsqu'on essaie de faire SVD au problème de la sémantique entre les mots et les contextes, puisqu'il y a des mots qui vont toujours apparaître et des mots qui vont peu apparaître et on veut d'une certaine manière donner plus d'importance à certaines apparitions de certains mots dans certains contextes. C'est quelque chose qui en gros est fait assez automatiquement par Word2Vec notamment. Bref, tout ça pour dire qu'en fait SVD c'est un peu un paradigme, un truc qui marche très bien mathématiquement, donc c'est pour ça qu'on le présente souvent, mais c'est généralement pas ce qui est utilisé directement et puis il y a plein de bidouillages que l'on peut faire de SVD pour soit l'adapter au problème, soit
faire en sorte que ça marche mieux. Notamment SVD est très gourmand en temps de calcul, en tout cas potentiellement très gourmande en temps de calcul, notamment parce que voilà, c'est un algorithme qui n'est pas forcément adapté pour les matrices qu'on appelle creuses, c'est-à-dire les matrices où il y a peu de notes d'utilisateurs pour un film donné, quoi. Je veux dire, en général, si on prend un film, un utilisateur, l'utilisateur n'a pas vu ce film, du coup il ne peut pas lui donner de notes. Donc dans ce cas de matrice creuse, en fait SVD est assez gourmande en temps de calcul, et c'est pour ça que des solutions comme Word2Vec qui sont finalement beaucoup plus préférables, et qu'on utilise souvent des algorithmes qui sont plus pas directement ceux de l'algèbre linéaire, mais plus des algorithmes comme la descente de gradient stochastique, dont on reparlera dans de futurs épisodes. Valérian réagit à un truc que j'avais dit dans la vidéo, je vous ai dit qu'il fallait pas comparer les pommes et les bananes. Alors, à la limite, c'est vrai que les pommes et les bananes, je pense que ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il faut pas comparer, disons, les bananes avec des raisins. C'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est finalement parce que un raisin, on sent effectivement que c'est pas vraiment comparable à une banane, ne serait-ce qu'en termes de taille ou d'apport nutritif ou ce que vous voulez. Et de façon plus générale, en fait, ce problème, notamment parce qu'on a des unités très différentes, donc si j'avais donné aussi l'exemple du nombre d'années d'existence d'une chaîne YouTube qui se compte souvent en 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, mais pas plus que 10, quoi, rarement plus que 10, peut-être maintenant plus que 10, mais rarement plus que 20, on va dire, clairement, puisque YouTube a moins de 20 ans, si je m'abuse. Comparé au nombre de vues d'une chaîne qui peut se compter en millions, voire en milliards pour les très grosses chaînes. Si on fait une ACP sur ce genre de données, eh ben, on voit que les variations selon la dimension nombre de vues seront beaucoup plus grandes, hein, puisqu'elles varieront, les variations seront de l'ordre du milliard. Alors que si je regarde les variations selon le nombre d'années, il n'y en a quasiment pas. Du coup, automatiquement, l'ACP va ignorer la donnée sur le nombre d'années. Mais c'est pas parce que le nombre d'années n'est pas une variable pertinente, c'est parce que l'échelle qu'on a choisie en nombre d'années fait que les variations sur cette échelle sont de l'ordre de 1, 2 ou enfin 5, quelque chose comme ça. Si on avait repris cette même dimension, mais on avait changé l'unité et on était passé en secondes par exemple, ou en nanosecondes, ou en temps de Planck d'existence, tout de suite ça fait des échelles complètement différentes et l'ACP aurait complètement changé son interprétation et se serait mise complètement à ignorer les variations selon le nombre de vues. Bref, de façon plus générale, les conclusions de l'ACP dépendent très fortement des unités qui sont choisies et avec certaines unités, l'ACP peut être amené à ignorer des variations qui en fait sont extrêmement pertinentes pour d'autres applications. En particulier, si je reprends le cas de mon assiette, en fait, il est possible que pour certaines analyses, il soit vraiment primordial de prendre en compte les variations selon cette direction et auquel cas, en fait, l'ACP manquerait vraiment quelque chose, y compris lorsque les unités de mesure dans les différentes dimensions sont les mêmes. Donc voilà, donc l'ACP a ses limites, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser, mais il faut savoir aussi que l'ACP a certaines limites et qu'il ne va pas être adapté dans certains cas. Ceci étant dit, dans d'autres cas, ça marche vraiment du tonnerre, notamment dans le cas de son application pour SVD, pour résoudre le prix Netflix. Enfin, je vais me permettre de donner encore un peu plus de détails sur les fonctionnements de l'ACP et de SVD. En fait, dans les deux cas, ces deux algorithmes reposent énormément sur la notion d'orthogonalité, contrairement à la régression linéaire. Et la notion d'orthogonalité, en particulier pour ces différentes matrices, a cette propriété assez fondamentale que si vous prenez une matrice qui a certaines propriétés, notamment si elle est symétrique, donc si on trouve des directions qui sont bien dans certains sens, qui sont des directions par exemple de plus grande variation et qui sont en particulier des vecteurs propres d'une certaine matrice, on appelle la matrice de convergence, alors en gros, tout ce qui se passe de façon orthogonale, qui est perpendiculaire à cette direction, va rester d'une certaine manière indépendant de cette direction. Et donc les variations vraiment d'un nuage de points dans une direction orthogonale, dans toutes les directions orthogonales à sa direction de variation principale, toutes ces directions-là sont assez indépendantes dans un certain sens, en fait elles sont non corrélées aux variations dans l'autre sens et c'est un peu la clé de l'ACP et c'est ici la clé en fait du théorème fondamental sur lequel repose l'ACP, à savoir le fait que toute matrice symétrique est diagonalisable en base orthonormée. Si vous prenez un vecteur propre d'une matrice symétrique, en effet vous pouvez prendre n'importe quel vecteur orthogonal à ce vecteur propre. L'image de ce vecteur qui est orthogonal au vecteur propre par la matrice symétrique, il va tourner quelque part,
mais cette image sera encore orthogonale au vecteur propre. Et ce vecteur propre là, il est inchangé, en tout cas sa direction est inchangée par la matrice symétrique par définition des vecteurs propres. Et c'est ça qui fait que voilà, toute matrice symétrique est diagonalisable en base orthonormée. Et une autre bonne chose par rapport à la CV, c'est que la matrice de covariance est ce qu'on appelle semi-définie positive. Et bon, je ne vais pas disserter plus encore sur tout ça, mais cette propriété de matrice symétrique semi-définie positive, c'est un truc qui apparaît énormément, notamment en optimisation, puisque voilà, c'est lié aux problèmes qui sont convexes et qui sont du coup faciles à résoudre. Bref, il y aurait énormément plus à dire, tout ça pour vous dire que voilà, l'algèbre linéaire que vous apprenez en Bac+1 ou Bac+2, c'est un truc qui est en fait fondamental en machine learning. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Il reste en fait 2 épisodes encore sur la sémantique. La prochaine fois, on va creuser un petit peu cette histoire de sémantique des mots, et pas que des mots d'ailleurs, aussi la sémantique des images. Et on va voir que notamment on peut faire de l'arithmétique sur les sémantiques, ce qui est quand même un truc assez mind-blowing. Et notamment les chercheurs qui ont découvert ça dans leur papier, on sent la surprise qu'ils ont ressenti au moment de découvrir qu'ils avaient réussi à faire ça, alors que ce n'était pas du tout l'objectif original de leur article. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Et notamment en 2011, il y a un mec qui s'appelle Tenenbaum qui a publié un article où il présente 3 images d'un truc qu'il appelle tufa. Ça veut rien dire, et les images représentent rien de réel. Il dit, bon bah ça c'est un tufa, ça c'est un tufa, et ça c'est un tufa. Et ensuite il montre 39 images, et il nous demande de trouver les tufas. Et les tufas sont pas les mêmes, hein. C'est des objets, ouais, c'est comme des animaux quoi, ou des plantes. Et ce qui est fou, c'est qu'on est tous d'accord. These earth stations are actually at the moment used for all machine learning applications with text. It's very nice because you don't need to know anything about your text. This is unsupervised. You can just run it and find representations. And then when you have text, you just use these 3 numbers for each word which you have constructed. In reality, you don't do this for just 3 dimensions, but you actually use 50 or 100